Bah écoutez, on est pas mal, on est une petite trentaine, c'est chouette. On va passer donc du coup une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble pour parler de revue de code. Donc encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Je pense que vous avez bien compris comment marchait l'outil de chat. Il y a aussi à un moment donné une partie avec des questions que vous pouvez poser voilà, tout au long de la session et on pourra y revenir à la fin. En gros, comment ça va se passer? J'ai voilà 20-30 minutes. On va parler un peu de revue de code, un peu des aspects théoriques, mais surtout pratiques. Et puis après, il y aura une petite partie aussi démo de Promise justement et de voir comment on exploite la revue de code. Et après, il y aura une petite séance ouverte voilà, d'échange voilà, pour celles et ceux qui veulent prolonger les discussions. Ce sera une bonne façon de terminer cette session ensemble. Allez, on démarre. Du coup, alors rapidement, hein, juste en quelques mots, hop, voilà, donc Promise, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Cédric Téton de Promise, dirigeant de la startup, cofondateur également, donc avec Arthur qui est là avec nous aujourd'hui, qui est CTO, Xavier qui est également expert scientifique chez nous. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on est sur Bordeaux maintenant, un petit peu plus. Donc on est voilà principalement éditeur de logiciels de la plateforme Promise, donc plateforme d'aide à la définition des bonnes pratiques pour permettre aux équipes voilà, d'améliorer en continu la qualité du code qu'ils écrivent. Il y a une partie effectivement que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc nous, voilà, notre cœur de métier, ça c'est depuis plusieurs années maintenant, de comprendre voilà comment s'organisent les entreprises, les organisations IT dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de production logicielle, et surtout d'essayer d'identifier voilà quels sont les facteurs qui font qu'une entreprise arrive à sortir du code de qualité, à livrer souvent finalement du code sans qu'il y ait trop de bugs. Voilà, tous ces sujets de qualité, tous les sujets de méthodologie de développement, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup chez Promise, qu'on retranscrit effectivement dans notre plateforme, mais qu'on préconise aussi à nos clients voilà, à travers du conseil, de la formation qu'on peut leur apporter régulièrement, quoi. Et donc la revue de code, forcément, fait partie. La revue de code, donc, qui est une pratique, vous allez le voir, hein, voilà, qui existe depuis quand même de nombreuses années. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de se faire un petit focus en rappelant déjà de base ce que c'est, mais surtout pourquoi on le fait, et quels sont les objectifs de cette revue de code. Sur la mise en œuvre, quels sont les prérequis? Il y a quand même un sujet qui est hyper important, c'est voilà, dans une équipe de développeurs, quand on va faire de la revue de code, c'est important qu'on soit tous au même niveau de compréhension de qu'est-ce que la revue, qu'est-ce que ça va nous apporter, pour être sûr voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu ou de dissonance ou de choses comme ça. Et derrière, on verra plus le côté pratique, voilà, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter et qui peuvent en fait totalement, je dirais, faire s'effondrer la revue, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut apporter. En fait, on va voir que c'est en capacité, pardon, de générer beaucoup plus de problèmes, de frustration si on ne la met pas bien en œuvre, quoi. Et après, comme je disais, on va aller voir un peu plus loin. Ok, c'est faire de la revue. En fait, on se rend compte que c'est mettre en place plein de mécanismes en équipe. Derrière, comment est-ce qu'on peut exploiter ça pour aller plus loin? Et aller plus loin, ça va nous amener justement au sujet de la définition des bonnes pratiques. Et c'est je vous montrerai à la fin plus dans une partie de démo. Alors, l'objectif premier de la revue de code. Donc, la revue de code, voilà, comme son nom l'indique, c'est le fait de faire relire son code par un pair, par un collègue, par une personne de notre équipe ou externe à l'équipe qui n'a pas écrit le code. L'objectif premier initial de la revue de code, telle qu'elle a été amenée dans les années 70, c'est surtout en fait un travail pour essayer d'identifier au plus tôt des problèmes, donc des bugs potentiels. Alors, on est vraiment dans une optique de se dire, voilà, si on arrive à identifier au plus tôt un bug, eh bien, ça nous coûtera moins cher à résoudre que si on le détecte plus tard. Et c'est ce qui illustre parfaitement ici ce graphe qu'on présente souvent pour parler justement d'illustrer voilà, tous les concepts de non-qualité et faire comprendre pourquoi c'est important de mettre en place des stratégies, notamment de tests et de qualité très tôt dans le développement. C'est qu'en fait, la plupart des problèmes, la plupart des bugs dans un software, ils sont quand même introduits pendant la phase de conception. Donc,
dans le moment en fait pendant qu'on est en train d'écrire du code. Et finalement, ce qui sera intéressant, ce serait de pouvoir détecter le maximum de problèmes pendant cette phase-là. Et ce que vous voyez en fait avec cette courbe, l'idée c'est plus un bug on va le détecter tard dans le processus, donc après la mise en production, eh bien plus il va coûter cher à résoudre. Pourquoi? Parce que on remonte un bug. Ah très bien, alors il faut que j'aille chercher les logs. Ah j'ai pas accès au serveur. Est-ce que tu peux aller sur le serveur, me récupérer les logs, me les envoyer, que je les analyse? Ah ok, j'ai une stack trace. Ah ok, ça vient de là. Et puis hop, in fine, j'arrive à modifier les quelques lignes de code qui vont bien quoi. Vous voyez bien que le temps de résolution est très long, quoi. Donc vraiment l'objectif premier de la revue, c'est ça, quoi. C'est surtout essayer de trouver, voilà, par un regard humain, les problèmes potentiels qu'on peut trouver dans un code. Donc ça, c'est l'objectif premier. Puis en fait, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait d'autres sources, voilà, de motivation derrière. Mais si on regarde avant ça, ce que nous dit l'état de l'art par rapport à ça, donc j'ai quelques focus comme ça sur des papiers de recherche parce que j'avais voilà fait un travail là-dessus il y a quelques temps. Alors là, souvent sur les pratiques comme ça, quand on parle de revue de code ou de même de stratégies comme le test driven development, souvent on nous dit ouais c'est encore des trucs qu'ont inventé les développeurs, etc. En fait, c'est marrant parce que dans l'informatique, souvent, il y a quand même pas mal de concepts qui naissent à un moment donné et puis qui sont exploités, mis en œuvre 20, 30 ans plus tard, quoi. La première personne à avoir formalisé en fait ce concept de revue de code, code inspection, il a appelé ça Michael Fagan. C'était en 76 chez IBM. Donc c'était les premiers travaux sur le fait de faire de la revue de code, regarder le code pour essayer voilà d'identifier des problèmes et surtout derrière améliorer quelque part la productivité des développeurs. C'est quelque chose qu'il a commencé à étudier en 76, quoi. Donc je veux dire c'est pas tout jeune. Ça fait donc un peu plus de 40 ans. Enfin voilà. 35, 40, j'ai plus 45 peut-être d'ailleurs, qu'on sait que la revue de code, ça a un ROI, quoi, ça a un gain, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de sujet sur ça. Il y a d'autres travaux même, là j'en cite un autre plus récent de 2014 où en fait on regarde, on regarde ici le fait que quand on analyse certains composants du logiciel, donc si vous prenez une base de code, en fait ce que démontrent ces travaux, c'est que plus vous faites de la revue sur une partie du code et plus moins il y a de chances qu'il y ait des défauts derrière, quoi. Donc des problèmes qui apparaissent en production, quoi. Donc la couverture d'un fonctionnel en fait que vous avez en faisant de la revue de code, ça peut impacter voilà le fait qu'il y ait des bugs qui apparaissent derrière. Sous-entendu, plus je fais relire un code et plus j'ai de chances de trouver derrière quand même des problèmes à l'intérieur, quoi. Voilà, donc c'est aussi des choses qu'on arrive à prouver. Alors les motivations, il y en a d'autres, donc qui sont aussi des objectifs, mais qui paraissent, enfin qui sont souvent vécus, enfin perçus comme secondaires. Moi, j'aime bien les mettre tous au même niveau parce que je trouve vraiment qu'ils sont tous importants. Le premier, c'est d'une part maintenir une base de code qui soit claire, uniforme et compréhensible par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites de la revue de code, c'est un exercice où vous allez demander à quelqu'un de regarder votre code et l'idée, c'est que lui, derrière, il puisse rapidement, à la première relecture, comprendre votre code et être en capacité demain de le reprendre, de le faire évoluer si besoin, quoi. Parce que derrière, le code que vous écrivez, il sera forcément repris par d'autres personnes. Et donc là, c'est quand même un très bon exercice pour déjà voir, identifier est-ce que le code que j'écris, mon collègue ou ma collègue va réussir à le comprendre, quoi. Donc conserver cette uniformité, c'est quelque chose d'hyper important. Augmenter la connaissance du code, ça c'est encore un autre point qui est super important. Sur les projets, surtout ceux qui sont un petit peu gros, quand vous avez une équipe voilà, de plusieurs personnes qui travaillent sur du code, tout le monde ne touche pas forcément à toutes les parties du code. Voilà, parce que des fois, vous répartissez le travail différemment. Il y en a qui vont toucher plus certains modules que d'autres. Et en fait, l'exercice de revue de code, ce qu'il amène, c'est une relecture du code que j'ai pas forcément écrit, hein, voilà, par définition, mais sur lequel j'ai pas forcément travaillé par le passé et je vais pas forcément être amené à travailler à l'avenir. Et c'est intéressant parce que ça permet de s'approprier aussi le code, comment il est fait ailleurs, de voir qu'est-ce qu'il fait, peut-être de découvrir certaines parties du code, je sais pas, ça peut être des fonctions utilitaires, ça peut être des patterns. Et en fait, c'est vraiment augmenter cette connaissance du code, c'est important. On parle souvent du code comme voilà, comme une propriété collective d'une équipe. Et plus je vois de code, mieux l'équipe se porte. Ça augmente ce qu'on appelle notamment
Le bus factor, je ne sais pas si vous connaissez, si vous prenez une équipe de développeurs, le bus factor, c'est le nombre de développeurs. Si demain ils se font crasher par un bus, ça met le projet en péril. En gros, si vous avez 10 développeurs qui viennent de débarquer, qui connaissent rien au projet, et vous avez un expert qui est là depuis 20 ans, qui accumule toute la connaissance, bah, en gros, cette personne-là, si elle s'en va, le projet ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, vous avez un bus factor de 20, voilà. Et donc, plus la connaissance, on arrive à la répartir en équipe, et donc, bah, mieux c'est, quoi. C'est une bonne façon de s'assurer, voilà, que les conventions, les standards, les normes, les bonnes pratiques qu'on a mis en place dans l'équipe, elles vont être suivies. Ça, c'est hyper important. Donc, ça, typiquement, voilà, quand vous pouvez avoir certaines personnes qui rejoignent une équipe, ou voilà, ou quand vous mettez en place des nouveaux frameworks, des nouvelles techno, il y a peut-être déjà certaines conventions que vous voulez mettre en place ou qui existent déjà dans l'organisation. C'est une bonne façon, voilà, d'harmoniser, d'uniformiser le code à partir de ces éléments-là. Donc, c'est déjà s'assurer qu'on a tous en tête les bonnes pratiques. Ça, c'est un sujet compliqué. Voilà. Par contre, on verra après qu'il y a d'autres façons d'y arriver qui existent. Mais voilà, s'assurer que tout le monde a bien compris les bonnes pratiques et respecte bien les bonnes façons de faire, ça c'est un sujet quand même pas évident à gérer, et la revue peut permettre de faire ça. Et dernier point, j'avais beaucoup insisté là-dessus, c'est que le fait que la revue de code, c'est avant tout un exercice de communication, et donc c'est un très bon moyen en fait de renforcer la cohésion d'équipe. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même. Je vais pas vous apprendre ça, mais il y a quand même souvent cette image que les développeurs, ce sont des personnes qui travaillent un peu dans leur coin, voilà, toute la journée, capuche sur la tête, casque, et voilà, c'est un travail solitaire, quoi. Bien sûr que non, c'est pas le cas. Et en fait, la revue de code fait partie de ces rituels, de ces pratiques en équipe qui font que ça amène de l'interaction, ça amène de l'échange, et donc derrière, forcément, ça amène de l'amélioration sur le code qu'on écrit, ça amène du transfert de compétences et de connaissances. Et puis voilà, c'est une façon quelque part d'échanger et de communiquer. Donc c'est vraiment un côté humain derrière ça qui est assez important, quoi. Donc ça, voilà, c'est vraiment les motivations qu'il y a derrière, et c'est quelque chose qui est retranscrit notamment dans cette étude qui date d'il y a 2 ans, 2018. Donc c'est un cas d'étude, voilà, sur comment ça se passe la revue de code chez Google. Assez intéressant, ce papier-là. Voilà, pour celles et ceux qui sont curieux, je vous le préconise. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et ça, ce qu'on voit notamment, voilà, j'ai pris 2 extraits sur la gauche, c'est typiquement qu'est-ce que va attendre un développeur d'une revue de code en fonction de la personne qui va le relire. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est un coéquipier, est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive, est-ce que c'est mon team leader, etc. Et à chaque fois, on voit qu'il y a des préoccupations différentes, mais on retrouve cette idée de, voilà, maintenir quelque part des normes, de former, de prévenir du bug. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Et sur la droite, ce que vous voyez, c'est en fait une étude qui regarde plutôt, voilà, par développeur, le nombre de fichiers sur lesquels ils ont écrit du code, et le nombre de fichiers qu'ils ont relus, mais dans lesquels ils n'ont pas forcément écrit du code. Et en fait, c'est les 2 lignes que vous voyez en bas, là, la bleue et la verte. En fait, elles sont assez identiques, mais ce qu'on voit avec la courbe rouge, c'est que, en fait, grâce à la revue, des développeurs, à la fin de l'année, avaient touché, voilà, si on prend la valeur médiane, environ 300 fichiers en tout, mais qu'ils en avaient relu en tout plus de 600, quoi. Donc quasiment le double. Donc quand je parlais d'appropriation du code, de propriété collective, en fait, c'est bien reflété à travers ce graphe-là. Alors avant de démarrer la revue de code, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut s'harmoniser en équipe, bien communiquer pour être sûr qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Donc il y a une vision globale qui est hyper importante de ce que c'est la revue de code. C'est pas juste de dire ok, je vais faire de la revue, demain on commence, allez c'est parti. Il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas, quoi. Donc la revue, qu'est-ce que c'est? Il faut bien qu'on soit clair que si on la met en place, c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer la qualité du code qu'on écrit ensemble. Ok. Amélioration continue du code, c'est un des objectifs premiers quand même de la revue. J'insiste, très bon exercice de communication. Voilà, ça va faire du bien à l'équipe, ça peut que être bénéfique si derrière on applique tous et toutes les bonnes pratiques associées.
C'est vraiment un moment qui va être, au-delà de ce qu'on va y trouver, un moment de partage qui va vraiment favoriser, encore une fois la cohésion, mais qui va permettre derrière de retranscrire, d'apporter quelque chose à la qualité du code qu'on va écrire. Et surtout, à l'inverse, ce qu'il faut vraiment se dire, ce qu'il faut, voilà, tout le monde doit être clair sur ça, c'est que la revue, ça doit pas être un vecteur, un moment d'angoisse, de crainte, de stress pour les développeurs. Si dans une équipe, vous avez des développeurs qui sont pas à l'aise pour partager leur code et le soumettre à une relecture, c'est généralement qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que dans l'équipe, voilà, il y a peut-être pas une très bonne ambiance, des problèmes de confiance, des problèmes de communication. À aucun moment, ça devrait être vécu comme ça. Idéalement, quand même, quand on fait une revue, c'est de se dire, voilà, je te montre du code et j'ai hâte d'avoir tes retours parce que derrière, je sais que tu vas me formuler des retours qui vont me permettre d'améliorer le code, quoi. Et donc ça c'est top. Voilà. Donc mon résultat sera amélioré par rapport à ce que tu vas m'amener. Voilà. Donc ça doit être quelque chose de bénéfique. Si on l'intègre bien, si on s'organise bien, ça ne doit pas être vécu comme une contrainte ou une charge supplémentaire. Voilà. Si ça alourdit les choses, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on ne fait pas bien la revue, c'est qu'on n'a pas réussi à s'adapter dans notre contexte. C'est quelque chose qui doit forcément apporter voilà, du bénéfice. Et ça doit pas être un lieu où on lance des débats, où c'est un espèce de défouloir dans tous les sens pour voilà, régler des problèmes quelconques ou voilà, s'il y a des soucis ou des tensions, des frictions, voilà, c'est pas le lieu quoi. On est vraiment là pour essayer d'ensemble d'améliorer le code qu'on écrit. Les autres prérequis, alors qui sont pour moi indispensables quand on fait de la revue de code, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas tout jeune, hein, donc je sais pas si vous connaissez ce livre Psychology of Computer Programming, donc en 71, hein, c'est pareil, c'est pas tout jeune, mais là-dedans en fait dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a les 10 commandements de la programmation sans ego, donc de l'egoless programming. Je sais pas si vous connaissez ce concept. C'est hyper intéressant. En fait, ça met surtout l'emphase sur quelle est la bonne attitude à avoir quand on est développeur et qu'on travaille en équipe. Donc, je vais pas les passer un par un, mais en fait, ça met beaucoup l'accent sur l'humilité, l'empathie, l'ouverture d'esprit. En fait, tout simplement détacher déjà le soi du code. Donc cette notion d'egoless sans ego, c'est là qu'elle intervient. C'est qu'en fait tout ce qu'on va écrire, tout le code qu'on va écrire, voilà, ça reflète pas notre personnalité. Voilà, demain je peux écrire du code qui est pas forcément très propre et pourtant ça fait pas de moi une mauvaise personne, quoi. Et c'est surtout accepter, voilà, qu'en équipe, eh ben, il va y avoir des personnes qui vont avoir des meilleures idées que nous, mais c'est pas grave, faut pas le voir comme un échec. C'est quelque chose qui va nous permettre d'améliorer le code. Donc ça, peut-être que vous avez parcouru quelques-uns et vous vous dites, mais en fait, c'est ok, c'est juste du bon sens. Je suis d'accord, mais pourtant, voilà, c'est pas systématique l'application voilà de ces commandements-là. Donc c'est de vraiment garder à l'esprit voilà que quand on va faire de la revue, on va surtout chercher à pointer du doigt des éléments de notre code qui pourraient être améliorés, accepter que le code va changer, que d'autres personnes vont apporter de la matière. Et s'ils en savent plus que nous, bah tant mieux. C'est pas grave, ok, c'est pas moi qui ai trouvé la meilleure solution, mais quelqu'un a apporté une réponse à un problème et donc tout le monde va pouvoir en bénéficier, quoi. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit indispensable à avoir quand on va faire de la revue. Et c'est vraiment aussi voilà, les prérequis. Tout le monde doit être clair sur qu'est-ce que ça va nous apporter et qu'est-ce que ça va pas être la revue de code, quoi. Quelques points maintenant sur les bonnes pratiques, les erreurs à éviter, voilà, pour faire en sorte que la revue de code soit tout simplement un bon moment pour tout le monde et surtout qu'elle apporte des bénéfices, quoi. Alors le premier point qui revient souvent, c'est de limiter la taille des revues de code. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, alors c'est la quantité de lignes varie souvent. Voilà, j'ai étudié pas mal de papiers, pas mal de confs aussi sur le sujet. L'ordre de grandeur quand même qui revient souvent, c'est 300, 400 lignes de code max quand on fait une revue de code. Pourquoi? En fait, l'idée c'est simple, c'est que au-delà de ça, le cerveau il commence un petit peu à fatiguer parce que finalement, quand on fait de la revue, l'objectif c'est de rentrer en profondeur dans un sujet, donc de rentrer en profondeur dans le code pour identifier des problèmes, pour voir s'il y a des choses qui n'ont pas été bien respectées, etc., et de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré.
Et en fait, si vous faites ce travail de rentrer dans le code et de voilà, d'essayer d'identifier des choses qui permettraient d'améliorer le code, et ben, en fait, 400 lignes, ça va vous prendre déjà une bonne heure et demie. Et s'il y a plus de 400 lignes, si vous envoyez 1000 lignes, 2000 lignes, bah, en fait, au bout d'un moment, la personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va plus être concentrée et donc elle va être superficielle. Et donc en fait, vous faites, un exercice qui ne sert à rien. Ce que ça veut dire, c'est que si pour faire une bonne revue, faut se donner le temps de le faire. Voilà, si j'ai 400 lignes à relire, je me bloque une demi-heure, une heure, je coupe mon Slack, je coupe tout. Il faut que je sois focus, quoi. Si je regarde juste du code à la va-vite, mais que je prends pas le temps de creuser dedans, et cetera, peut-être je vais trouver des choses, quoi. Mais voilà, si je détecte pas les problèmes que j'aurais pu voir si j'avais été concentré, c'est dommage. C'est du temps qu'on perd, c'est de l'énergie qu'on perd. Faut vraiment se dire, voilà, je vais y consacrer du temps, je vais être focus. D'autant plus que la personne qui va vous soumettre une relecture, enfin, elle va le sentir quand même quand vous allez lui faire des retours, si vous êtes rentré dedans ou pas. Si vous venez avec deux, trois remarques, voilà, un peu banales, bon, ça donne un peu l'impression que vous êtes passé vite dessus. Donc, vaut mieux en faire moins, d'où le terme, l'expression qui revient souvent, less is more. Voilà, moins vous en faites et mieux c'est. Alors, ça pose la question de à quelle fréquence on le fait. Voilà, si vous partez sur une user story qui dure 2 semaines et vous faites 2000, 3000 lignes à relire, bah non, j'ai envie de dire c'est trop tard. À mon avis, ça veut dire que la revue, il aurait peut-être fallu la faire avant, anticiper un peu, y aller de manière incrémentale. Voilà. Donc cette notion de quantité, elle est hyper importante. Et timer aussi, c'est important parce que le cerveau humain a ses limites et au bout d'un moment, il peut plus trouver grand-chose, quoi. Et s'il n'est pas concentré, bah, autant passer à autre chose. Toujours garder à l'esprit qu'il y a quand même un humain derrière le code, donc on fait attention aux remarques qu'on qu'on formule. C'est un exercice de communication avant tout, donc ça veut dire qu'on est là pour essayer de partager des choses à la personne qui a écrit le code. Et le savoir-être, c'est quelque chose qui est hyper fondamental dans la revue de code. Je dirais presque au-delà de la capacité technique, c'est vraiment un point important. C'est ce qui fait aussi que tout le monde le vit bien et tout le monde y prend du plaisir. Donc faire preuve d'empathie, c'est ben, voilà, savoir aussi par rapport à la personne, depuis combien de temps elle est là, son expérience, voilà. C'est adapter ces remarques et surtout formuler des remarques constructives et être dans la suggestion plutôt que de l'imposition. Ça c'est hyper important. Euh, on est là quand on fait de la revue pour voilà derrière dire ce code-là, je pense qu'on peut mieux faire. Ce que tu as fait, c'est bien, mais je pense qu'on peut le mieux faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est de toujours être dans le positif, d'être dans la proposition de l'accompagnement. Et à l'inverse, ce qu'il faut éviter, bon, forcément, quoi, faire du bashing, c'est voilà, taper un peu ou critiquer facilement ou mettre dans le texte, enfin mettre en annotation de la revue de code quelque chose comme Ouah, qu'est-ce que tu m'as fait, c'est n'importe quoi, ou alors dire à haute voix dans l'open space, c'est quoi ce code? Bon, voilà, bien sûr qu'il faut pas le faire, mais c'est ce genre de petits détails qui fait que derrière, ça peut générer de l'angoisse et du stress pour les personnes qui vont faire relire leur code, quoi. Et quelque chose qu'on oublie souvent de faire, c'est de parfois tout simplement dire quand ça a été bien fait. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de problèmes, pas beaucoup de remarques, bah, c'est sûrement que les choses ont été bien faites. Donc voilà, pas hésiter à noter un bout de code en disant ouais, ça je trouve que c'est une bonne solution, c'est une bonne implémentation que tu as prise, ça respecte la façon de faire dans l'équipe. Je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment du savoir-être, hein. On fait appel ici aux soft skills de chaque personne, mais c'est vraiment un point hyper important quand on fait de la revue. Il y a un autre point, c'est de définir aussi le cadre et la portée de la revue. Alors ça, c'est important. En fait, c'est souvent ce que les équipes essayent de faire, c'est de voir, voilà, qu'est-ce qu'on va regarder pendant la revue et qu'est-ce qu'on va pas regarder. Alors il y a des équipes qui aiment bien s'accorder sur une checklist. Donc là, c'est un extrait de ce qu'on avait fait, nous, il y a quelques années, maintenant, voilà, chez Promise. Mais c'est surtout l'idée de se dire, voilà, quand je vais soumettre
mon code à quelqu'un, je vais avoir du feedback, mais je sais sur quoi ça va porter. Et ce qu'on veut éviter en fait, c'est d'ouvrir sur des sujets qui peuvent être peut-être trop larges, qui n'ont pas été définis, qui n'ont pas été cadrés initialement. Ça peut poser problème parce que voilà, on n'a pas envie de, on n'est pas là pour se prendre des remarques sur un truc, voilà, qu'on a dit qu'on parlerait pas. C'est pas ça, c'est pas l'objectif initial de la revue, quoi. Et à l'inverse, on évite de pinailler et juste de dire des choses parce qu'on nous a demandé de dire quelque chose. Voilà, c'est pas un exercice où on doit arriver en mode super-héros ninja pour dire ouais, ça, il y a un problème, il y a un problème. Non, ok, s'il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être dites, si là, tel que c'est fait, c'est bien fait, il n'y a pas besoin de changer, je vais pas parler pour parler, quoi, sous prétexte que je peux trouver des idées, quoi. Non, si ça n'a pas de plus-value, on se le garde, quoi. La rigueur, c'est quelque chose d'hyper important aussi, donc tout simplement, c'est encore une fois du bon sens, mais moi, en tant que personne qui va faire relire du code, bah, je fais attention quand même aux éléments de base, c'est-à-dire, voilà, je m'assure quand même que les bonnes pratiques qu'on a mis en place dans l'équipe, elles sont suivies. Voilà, si on y a accès, si je les ai notées quelque part, voilà, j'essaie quand même de les retrouver. Je m'assure voilà, que ça build, que les tests y passent quand même, c'est la moindre des choses. J'ai vérifié quelques cas standards, que le code il est clair. Enfin, voilà, j'ai quand même un peu de respect, un peu d'empathie pour la personne qui va relire le code. Et vraiment pas partir du principe, ça c'est important, voilà, que l'autre personne va détecter le problème, quoi. Voilà, donc en gros, j'évite de soumettre du code pas forcément finalisé, ou je suis pas sûr si ça marche, mais je me dis de toute façon, si ça marche pas, la personne le verra. Parce que derrière, l'autre personne peut se dire bon, bah, de toute façon, s'il y a un problème, je pense qu'il aura testé, etc., quoi. Donc ça, c'est quand même de la rigueur et de l'attention. J'aime bien cette phrase de Robert C. Martin. Voilà, qu'un code propre, une bonne relecture, c'est comme, enfin, qu'un code qu'on soumet, qui est agréable à relire, c'est quand même avant tout écrit par quelqu'un, bah, ou Kers, quoi, voilà, qui a apporté un peu d'attention et d'empathie à nous, quoi. Et derrière, en fait, donc la revue de code derrière, elle est complètement indépendante, voilà, d'un outil. C'est avant tout une pratique globale qui consiste à partager, à relire du code et derrière à fournir ces feedbacks-là à la personne. Ce qui est important, si possible, vu qu'on est quand même sur un exercice de communication, on peut utiliser voilà n'importe quoi, un bout de papier, ce qu'on veut pour annoter des choses dans le code, mais derrière, c'est important qu'il y ait une session de débriefing où on partage justement les feedbacks auprès de la personne qui a écrit le code et surtout qu'on en discute. C'est là que c'est important, c'est que ça amène une discussion et c'est justement un débat pour voir bah, qu'est-ce que tu penses, moi, des suggestions que je t'ai faites sur ton code. Là, le développeur peut expliquer, voilà, effectivement, moi j'ai fait ce choix-là parce qu'il y a telle ou telle raison. On n'en sait rien, mais c'est important, voilà, de pas juste mettre deux trois notes. Bon, à moins que voilà, il n'y ait pas grand-chose, mais c'est important quand même de prendre le temps de débriefer ça ensemble, quoi. Et si besoin, de corriger des choses avec la personne. Si les corrections sont un peu complexes, c'est bien de le faire en pair programming parce que comme ça permet de s'assurer que la personne a bien compris et de le faire avec elle. Bah, si on peut le faire, c'est tant mieux, quoi. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est en gros, je vois une erreur, enfin quelque chose qui voilà, qui selon moi est pas bien fait. Et par fainéantisme, bah, je vais pas lui dire à la personne, je vais corriger moi-même, comme ça ira plus vite, quoi. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas bien, ça, c'est pas une bonne façon de faire. Donc voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qui est mentionné dans les commandements de la programmation sans ego, hein. Voilà, on vient pas corriger le code d'une personne à sa place sans lui en avoir parlé, quoi. Donc cette restitution-là, voilà, de vive voix, elle est quand même hyper importante, quoi. J'insiste sur la communication. Alors, qui relie dans une équipe? Alors, en fait, tous les schémas existent, hein. Chaque équipe va s'approprier en fait euh, enfin je dirais, va s'approprier la revue de code et va dire voilà c'est quoi chez nous qui marche bien, c'est quoi la bonne façon de faire, etc. Bah, souvent, ce qu'il y a, alors voilà, dans les petites structures, il y a souvent un tech lead ou un CTO, voilà, qui va relire. Dans d'autres contextes, bah, ça va dépendre comment s'organiser, mais il y a quand même souvent ce schéma qui revient. C'est voilà, on a des profils lead tech qui qui font pas mal de revues de code et qui bah, écrivent de moins en moins de code aussi, quoi. Et donc
donc, un peu naturellement, voilà, on se retrouve avec un schéma presque où on a des développeurs qui font quasiment que qui sont soumetteurs, qui écrivent du code, et un lead tech qui relie, quoi. En fait, idéalement, de mon point de vue, je trouve ça intéressant que tout le monde éprouve ce rôle de relecteur. Alors, peut-être effectivement qu'il y ait les personnes qui sont plus expérimentées, plus en lead technique, fassent peut-être en proportion plus de revues que des personnes plus juniors. Mais c'est quand même intéressant, je pense, que tout le monde fasse cet exercice-là. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde peut apprendre de tout le monde peut apporter de la connaissance. Bah, j'ai beau sortir d'école, j'ai peut-être des choses qui peuvent vous aider. Hein. C'est pas parce que vous êtes là depuis 10 ans que vous avez la vérité absolue sur tout et qu'on peut pas encore mieux faire. Et surtout, au-delà de ça, ça permet aussi à tout le monde de se mettre dans le rôle du relecteur et de comprendre qu'est-ce que c'est faire une revue, et de comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est de en fait, de se prendre 400 lignes à relire et de rentrer dedans, quoi. Voilà. Et ça aussi, quand on fait cet exercice-là, ça permet aussi de générer peut-être plus d'attention, de rigueur, d'empathie la prochaine fois. Effectivement, le fait de dire, ouais, effectivement, moi j'ai fait de la revue, c'est vrai que c'est pas un exercice simple. Je comprends, voilà, ce que tu dis quand tu me dis, fais attention, finalise bien, vérifie, parce que c'est vrai que c'est dur, quoi. Et ça, honnêtement, c'est si vous avez dans votre voilà, dans vos équipes la capacité de faire tourner les rôles, je pense que c'est vraiment une bonne façon de faire, heu, et que tout le monde clairement peut y gagner, quoi. Mais ça, il y a pas de vérité. Je pense que chaque équipe doit expérimenter de manière générale la revue et trouver la bonne méthode par rapport à son contexte, quoi. Petit focus encore sur un autre papier rapidement. Donc ça, celui-là, il date d'il y a 4 ans. Sur les facteurs qui influencent la qualité d'une revue. Alors ça, c'est intéressant, ça rejoint, un petit peu, voilà, forcément ce que j'ai dit, quoi. Mais si vous regardez en fait sur les 2 charts qui se ressemblent beaucoup, celui de gauche, c'est quels sont les facteurs qui influencent la qualité d'une revue, OK? Et à droite, c'est le temps d'une revue. Et en fait, vous voyez pas que, en fait, la taille d'une revue, ça apparaît dans les 2, tout comme, l'expérience de la personne qui relit. Ouais, ça veut dire quoi? C'est souvent que les personnes qui sont là depuis plus longtemps, ils ont sûrement plus de matière à apporter. C'est pour ça que ça reste quand même les personnes qui vont souvent faire de la revue. Mais en tout cas, la taille plus le nombre de fichiers modifiés et le nombre de chunks, donc ça va être les portions quand vous faites un diff entre 2 fichiers, voilà, vous allez avoir, des blocs comme ça de code. En fait, plus vous avez de blocs qui sont répartis dans des fichiers et plus ça va être compliqué à relire, quoi. Et ça, c'est ce que met en avant ici ces chiffres. En gros, moins vous avez de fichiers à faire relire, en gros, moins votre code est éparpillé, euh, mieux la revue se passera, parce qu'en fait, ça permet d'éviter de changer de contexte constamment, quoi. Vous ouvrez un fichier, vous rentrez dans le code, tac, c'est bon, vous avez compris. Ah maintenant, ok, il faut que j'aille dans un autre fichier, voilà. Donc idéalement, au-delà des lignes de code, le nombre de fichiers dans lesquels ils sont répartis, ça a aussi un impact, quoi. Alors les formats de revue de code, il y en a plein. Celui qu'on va retrouver souvent, c'est le revue par impair. Donc ça, c'est des choses qu'on fait un peu en continu généralement. Donc soit à la fin d'une user story ou soit au milieu si jamais. Alors soit on a mis une trop grosse user story, mais voilà, si on se retrouve à avoir 2000 lignes de code à relire, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est typiquement, voilà, j'ai fini une tâche, je vais solliciter quelqu'un pour relire ça. Le pair programming est une forme de revue de code, hein, parce que l'exercice veut que voilà, on écrit du code et on soit deux à avoir le code en temps réel. Donc là, on fait quelque part une revue de code en temps réel. Donc ça, c'est des choses qu'on vient souvent faire en début de tâche ou quand c'est un petit peu touchy. Et il y a d'autres formats qui existent, qui sont plus des revues collectives. Donc là, l'idée, c'est de rassembler l'équipe ou une grosse partie de l'équipe pour regarder du code. Alors ça a différents objectifs et ça peut être mis en place dans différents contextes. Quand on travaille sur une fonctionnalité un peu sensible, un peu critique, ça fait sens. Quand on démarre sur des nouveaux langages, des nouvelles technos, ça peut être peut-être pas mal pour s'harmoniser. Et plus généralement, quand on cherche voilà, à définir quelles vont être nos bonnes pratiques, c'est une bonne façon de faire. Parce que définir nos bonnes pratiques, c'est de se dire voilà, comment on fait, comment on écrit du code, c'est quoi nos guidelines, c'est quoi nos façons de faire. Et ça, c'est quand même plus facile si on est tous autour d'une table, quoi. Donc je dirais que les formats, il y en a plusieurs qui existent et généralement, voilà, c'est suivant les objectifs, suivant les choisir parmi ces différents formats, quoi.
Donc là, voilà, je vous ai un peu présenté, on en revient un peu les bases de la revue de code, ce que c'est, et puis surtout derrière, en termes de bonnes pratiques, ce qu'il est préconisé, en tout cas ce qu'on sait aujourd'hui, pas seulement de l'état de l'art scientifique, mais quand même surtout des retours de l'industrie, hein, parce que c'est sur ça que se base quand même l'état de l'art scientifique, c'est sur ce qui se passe en entreprise. Euh, et là, si on essaie d'aller un petit peu plus loin, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on fait de la revue de code, qu'est-ce qu'on fait? On regarde du code, on rentre dedans, on essaie de comprendre sa structure, comprendre comment il a été construit, comprendre sa logique. Et on essaie de trouver des problèmes, de trouver comment on pourrait améliorer ça. On essaie de mettre en avant des choses qui ont été bien faites, ce qui est quand même toujours plaisant quand on fait du travail. On n'est pas simplement là pour dire ça n'a pas été bien fait. C'est bien aussi de valoriser le travail bien fait. Et derrière, ça nous amène un échange, une discussion avec d'autres développeurs dans notre équipe sur tous ces sujets-là, quoi. Et donc en fait, quand on regarde, c'est quand même du coup un exercice, un support qui est hyper intéressant, la revue de code. Et là maintenant, pour terminer, j'ai envie de vous voilà, d'ouvrir un peu sur comment est-ce qu'on peut exploiter davantage ces mécanismes-là, quoi, la revue de code. Comment est-ce qu'on pourrait s'en servir pour aller plus loin? Eh ben ça tombe bien, parce que chez Promise, on a eu quelques idées là-dessus. Et donc, je parlais tout à l'heure de bonnes pratiques. C'est typiquement le point qui nous intéresse maintenant, c'est de se dire, voilà, on voit que la revue de code, c'est important de définir des standards, mais comment est-ce qu'on définit ces standards? Ah ouais, bah en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va les écrire dans un wiki. Ah ouais, ok, je fais ça cet après-midi. J'envoie le lien sur Slack. Ok, c'est bon, c'est fait. C'est bon, tout le monde connaît les bonnes pratiques. Bon, voilà. Une semaine après, c'est quoi déjà le lien? C'est quoi Confluence, le wiki, c'est quoi? Voilà. En gros, tout le monde l'a perdu. Définir ces bonnes pratiques, c'est pas simple. Et surtout derrière, les avoir à disposition au quotidien quand on développe et diffuser rapidement, facilement cette connaissance, c'est encore plus compliqué, quoi. Et donc cette thématique-là de comment est-ce qu'on est capable de définir quelles sont de bonnes pratiques et de les définir ensemble, ça c'est un sujet complexe sur lequel on a travaillé chez Promise. Et en fait, vous allez voir, nous on a utilisé euh, les, les concepts de base de la revue de code pour permettre justement de définir justement tout notre ensemble de bonnes pratiques, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter maintenant pour vous compreniez un petit peu l'idée. En gros, qu'est-ce qu'on a fait nous chez Promise? On a développé ce qu'on appelle nous des formats d'ateliers craft. Les ateliers craft, craft en référence au software Craftsmanship, que vous connaissez peut-être. L'idée d'un atelier craft, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de ritualiser des échanges dans les équipes qui vont permettre d'améliorer notre base de bonnes pratiques, de l'alimenter et qui vont nous permettre surtout d'identifier quelles sont nos bonnes pratiques en équipe. Les ateliers CRA, c'est un exercice que les équipes vont faire chaque semaine, tous les 15 jours, ça dépend. On va sélectionner quelques fichiers de code. Chaque personne ensuite va être invitée à regarder le code pour identifier qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc là, on travaille sur la revue de code quelque part. Et derrière, en fait, ça va nous permettre de créer justement notre base de bonnes pratiques. Voilà. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui nous permet voilà, d'atteindre un objectif quand même hyper intéressant, donc de créer une base de bonnes pratiques en faisant de la revue de code. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Donc là, je vais créer un premier atelier. D'accord. Donc là, vous imaginez, je suis avec mon équipe. On va définir ensemble quelques fichiers sur lesquels on va travailler. OK, hop, prends deux. Donc ça, je peux les copier-coller, les importer de multiples façons. Hop, je vais le nommer Alex. Je vais dire que c'est un atelier sur du JS et du TypeScript. Je vais définir une thématique. Mon atelier va être en cours. Donc là, j'ai ma rétrospective qui est demain. Et d'ici là, voilà, tous dans l'équipe, on va être capable d'aller voir ce qu'il y a dans l'atelier, de faire notre travail de revue. Et faire le travail de revue, en quoi ça consiste? En fait, ça consiste à regarder quels sont les fichiers qui ont été mis dans l'atelier et à essayer d'identifier, justement par analyse du code, quelles sont les bonnes pratiques selon nous qui soit ont été suivies, soit n'ont pas été bien suivies, quoi. Et si justement ces bonnes pratiques n'existent pas dans notre base, eh ben, on vient les suggérer. Voilà, typiquement, je prends un exemple très simple. Vous voyez là ici, j'ai une ligne de code, lit 77. J'ai une condition if avec voilà deux prédicats, une négation ici, tac tac. En gros, bon, ce code,
il se comprend, mais moi, ce que je pense quand même, c'est que si je prends ce code-là, si je prends la condition et que je l'extrais dans une variable booléenne, ça peut me permettre quand même de mieux comprendre l'intention de la condition, quoi. Et donc ça, ce que je fais, c'est que je vais créer, en fait, enfin voir si dans ma base de pratique, j'ai une bonne pratique qui s'appelle extract condition in variable. Non, elle n'existe pas. Très bien. Voilà, donc ça, c'est ma bonne pratique. Ma bonne pratique ici, je vais la proposer à l'équipe. Et ce que je peux faire en fait avec cette approche-là, c'est de dire est-ce que c'est une bonne pratique suivie ou non. Donc là, c'est ce qu'on appelle nous un tag positif ou négatif. Dans mon cas, plutôt un tag négatif parce que ça n'a pas été bien fait, quoi. Ok. Et c'est facile de dire ça n'a pas été bien fait, mais c'est bien si je propose rapidement une correction. Voilà. Donc là, je peux dire par exemple, hop, je prends ce bout de code et je vais le mettre juste au-dessus dans une petite variable que je vais appeler voilà isClient in reservation list. Hop, admettons que ça fasse ça. Hop, et je vais mettre ensuite la variable ici dans mon if. Et tout va bien. Ça, je pourrais présenter ça au reste de l'équipe, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de faire l'atelier, c'est de taguer directement depuis Promise ou depuis le plugin IDE, hein, je vous montrerai rapidement après. Ce sont des annotations qui ne sont pas seulement du texte, mais c'est du concret. Là, on parle vraiment de bonnes pratiques, quoi. Et donc ça, voilà, ce travail, je peux le faire sur les autres fichiers. Là, typiquement, je vois que ça a été bien fait, là, vous voyez ici. J'ai bien ici mon prédicat et ça a été retourné dans une variable. Alors ça me plaît bien, ça. Donc là, du coup, hop, je vais pouvoir ici poser le tag en positif, parce que cette bonne pratique ici a été suivie, voilà, d'extraire des conditions dans des variables. Voilà. Et donc ça, voilà, chaque personne va le faire ce travail-là, donc c'est quelque part de la revue, sauf que là, on n'est pas là pour se dire est-ce que le code va aller en prod, peut-être qu'il y est déjà, mais c'est vraiment se poser sur est-ce que ce code-là, il respecte nos bonnes pratiques et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Donc c'est vraiment une démarche, une dimension d'amélioration continue, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Une fois que tout le monde a fait ce travail-là, en fait, on va se retrouver tous ensemble, on va lancer une rétrospective où on va regarder quelles ont été les propositions faites par l'équipe. Donc là, voilà, on va voir, Cédric a proposé ça, donc moi je vais défendre ma proposition, expliquer pourquoi. Et cette bonne pratique, comme vous l'avez vu, elle est nouvelle, elle n'a pas encore été intégrée dans notre base. Donc là, je vais pouvoir directement, si l'équipe est OK, dire je la valide. Voilà. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, on garde cet exemple de code dans la documentation de la pratique. Donc là, désormais, dans ma base de pratique, ici, dans mon extract condition in variable, je me retrouve avec mon exemple positif et mon contre-exemple. Et ça, je peux l'alimenter en continu, quoi. Donc par ces mécanismes en fait d'inspection de code, j'arrive en fait à alimenter ma base de connaissances en équipe, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi directement à travers mon IDE. Donc moi, typiquement, ici, là, je vous retrouve avec ma base de bonnes pratiques. Donc voilà, je peux l'ouvrir ici directement depuis le plugin, depuis mon plugin VS Code. Et puis, je peux, voilà, proposer directement quand je travaille, je peux voir des portions de code, me dire, tiens, ça, je pense qu'on pourrait peut-être faire différemment. Là, vous voyez ici, bon, j'ai du P1, P2, P3. Bon, c'est pas forcément génial. Je vais suggérer peut-être que on pourrait nommer les variables avec quelque chose de plus explicite. Voilà. Et donc ça, typiquement, je peux le faire avec mon plugin. J'ai tac ici une bonne pratique voilà, qui existe. Variable or function name should be explicit. Ah, ça tombe bien. Celle-là, elle existe déjà. Elle existe déjà dans mon catalogue, c'est top. Voilà. Donc là, elle a été ajoutée. Donc en fait, je peux faire de la revue en temps réel pendant que je code. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ah ouais, ça, je vais le noter et on en parlera ensemble avec l'équipe plus tard. Et c'est ce qui va se passer en fait directement dans Promise. Je vais regarder ici, voilà, je vais retrouver mon bout de code. Et ça, c'est typiquement quelque chose, voilà, qu'on pourra discuter en session. Je peux alimenter voilà avec des snippets également si ce fichier là je veux dire tiens, je pense que de manière générale il y a pas mal de choses à dire sur ce fichier, donc ce serait bien qu'on en discute lors du prochain atelier. Hop, donc je vais l'envoyer sur mon espace Promise et puis il va se retrouver ici dans le catalogue ici, voilà, de snippets. Et si j'ai un atelier en cours, je pourrais également l'ajouter pour qu'on en discute ensemble, quoi. Voilà.
Donc chaque personne peut contribuer, ajouter du code directement à tout moment dans la plateforme. Et le but après, c'est qu'on en discute ensemble et qu'on se mette d'accord sur voilà, quelles vont être nos bonnes pratiques. Voilà, et typiquement, derrière, ça nous permet de construire des profils de règles. Voilà. Donc là, par exemple, je me retrouve dans mon catalogue avec, donc là, ici, mon team webinar qui est l'espace de travail de mon équipe, forcément, que j'ai créé pour aujourd'hui, et avec toute la base des bonnes pratiques, quoi. Donc, typiquement, Promise, c'est un bon cas d'usage parce que la revue de code, bon, derrière, quand elle est systématique, on répète souvent les mêmes choses. Là, ce qui est intéressant avec Promise, c'est que, en fin de compte, si on exploite bien la plateforme et nous on s'en sert en interne, bah, c'est que la revue de code systématique, on la fait un petit peu moins souvent et en tout cas, il y a beaucoup plus de bonnes pratiques qui sont assimilées. Parce que là, vous voyez quand même qu'on est sur un exercice où bon, on est quand même tous ensemble, on propose des choses, on se met d'accord, on en discute. Et derrière, on a quand même cette documentation-là qui est concrète et qui permet de, voilà, d'être plus facilement appropriée par l'équipe, quoi. Donc de la revue de code, on va continuer à en faire, mais un petit peu moins. Et le travail du tech lead, nous on en rencontre souvent des tech leads qui nous disent je passe mon temps à répéter plein de fois les mêmes choses, je fais des documentations que personne ne va voir. Bah, typiquement, ce genre de solution leur fait gagner beaucoup de temps. Et surtout, bah, en fait, elles incitent vraiment aussi tout le monde, toutes les équipes, tous les développeurs dans une équipe à participer à ce travail-là, de proposer du code à relire ensemble et surtout de proposer des bonnes pratiques, quoi. Voilà. Je vois qu'il est 13h20. Bon, j'espère que j'avais bloqué ouais, 45 minutes, 1 heure. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a pas mal de petites questions qui ont été votées aussi. Alors, je vais les prendre maintenant. Tac, tac. Les slides et la vidéo seront-ils disponibles? Oui, 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 tout à fait. Généralement, c'est enregistré, on le mettra en ligne après. Time max d'une revue code, nombre de lignes, mais aussi nombre de commits, nombre de fichiers modifiés. Bah, en fait, le nombre de commits, c'est moins important parce que maintenant, on a quand même des outils qui permettent de synthétiser tous les changements qui ont été faits dans un commit. Par contre, ouais, comme j'ai dit, le nombre de fichiers modifiés, c'est bien de synthétiser. Le code tel qu'on le conçoit n'est-il pas révélateur d'une personnalité? Oh, ça, je ne sais pas si on peut y répondre en 10 minutes, mais peut-être forcément qu'il y a un lien. Ce dont je suis sûr, c'est voilà, si j'ai pas forcément écrit un code parfait, ça fait pas moi une mauvaise personne, quoi. Peut-être que j'étais pas en forme à ce moment-là, quoi. David me demande, est-ce que ça fonctionne avec d'autres IDE que VS Code? Oui, ça fonctionne avec d'autres IDE que VS Code. Ça fonctionne avec Visual Studio également, qu'on est en train de packager. Et IntelliJ aussi, la suite, on est en train de s'intégrer dessus. Alors quand on dit que c'est en train, hein, c'est tout frais. Là, je voulais quand même montrer un plugin VS Code qui marche. La sortie voilà, officielle, ce sera plutôt semaine prochaine. Eclipse, ça viendra peut-être. Alors, on n'est pas en train d'inciter les gens à migrer de Eclipse vers IntelliJ, hein, bien sûr, mais bon, voilà, Eclipse, on y viendra forcément aussi, quoi. Pour l'instant, on commence avec ces trois-là, quoi. Une autre question qui dit, est-ce une bonne idée de proposer une revue de code, proposer aux juniors de faire une revue de code, mais qui sera forcément revue par une tech lead? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, dans les équipes, parfois, vous avez des revues de code qui se font à plusieurs étapes. Alors, vous pouvez avoir deux, trois personnes qui relisent du code. Ok, donc vous allez avoir un premier niveau de contrôle, un deuxième niveau, etc. Mais faire une revue, c'est pas un exercice trivial. Voilà, enfin, quelque part, si on a passé ensemble 30 minutes à dire comment bien la faire et comment se planter, c'est bien que c'est pas forcément naturel. Donc aussi des développeurs juniors qui arrivent dans une équipe et qui veulent se former à la revue, bah, c'est bien effectivement si elles peuvent être supervisées par quelqu'un d'autre. Et ça peut être supervisé notamment bah, quand la personne fait la restitution sur la façon dont elle formule des commentaires, dont elle formule des feedbacks, pour que derrière on en débriefe ensemble, ou qu'on en débriefe même avec la personne qui reçoit les commentaires, comment elle a perçu la chose. Comme toute pratique en fait dans une équipe, c'est toujours important de débriefer, d'avoir du feedback, quoi. J'ai passé une demi-heure avec quelqu'un à soumettre mes commentaires. À la fin, on peut se prendre 5 minutes autour d'un verre d'eau, un café, ce qu'on veut, et dire voilà comment tu t'es senti pendant une demi-heure. Est-ce que
voilà, comment tu le sens? Est-ce que tu te sens bien? Voilà. C'est des choses, faut pas hésiter aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme en cas de désaccord sur une manière d'implémenter une partie du code, le fait de n'être que deux ne peut pas aboutir à un avis tranché. La revue de code peut-elle se faire en groupe plutôt qu'à deux? Ah ben, je vais être obligé, Alexandre, de te présenter la fonctionnalité Battle de Promise. Je voulais pas le faire, mais bon, tu m'obliges. Non, ce qu'il y a plus sérieusement, ce qu'on peut faire dans l'outil quand on fait justement ce travail ensemble de rétrospective et que quelqu'un a proposé une bonne pratique et qu'on n'est pas directement tous d'accord, ce qu'on peut faire, c'est voilà, lancer ce qu'on appelle ce mode battle là, et ce mode battle là, il va inviter chaque personne soit à voter, soit soit à noter des arguments pour ou contre. Et derrière, on se laisse quelques jours, plusieurs jours même de réflexion, et à un moment donné, on vient essayer de trancher ensemble. Effectivement, sur les revues de code classiques, on essaye de délimiter la portée, et quand le sujet déborde un peu sur un problème plus profond, effectivement, c'est pas le moment d'en parler. Alors, les ateliers qu'on propose dans Promail sont justement faits aussi pour parler de tous ces sujets-là qu'on prend pas le temps d'aborder, quoi. Donc voilà, quand ça déborde trop, on le note, et on se note surtout d'en parler en équipe et de statuer ensemble, quoi. C'est parce que c'est quand même des décisions qui vont impacter le reste de l'équipe. Et nous, ce qu'on dit et ce qu'on essaie de faire chez nous aussi, voilà, c'est que toutes les décisions qui impactent une équipe doivent être prises en responsabilité par l'équipe, doivent être décidées, comprises, validées par l'équipe, quoi. Donc ça peut pas être effectivement un groupe de deux personnes qui va juste décider pour les autres, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre, Sofiane? Pratiquer le rubber docking debugging. Alors, je ne connais pas, je suis désolé. Je ne connais pas cette pratique-là, je pourrais pas te répondre. Politique tarifaire. Donc politique tarifaire de Promise, comment ça marche? En gros, on a différents modèles, mais ce qu'on propose aujourd'hui comme offre, en fait, on a différents niveaux. On va avoir le premier niveau, c'est un abonnement en fait de la solution. Donc ça va dépendre de la taille d'entreprise forcément. Voilà, si on est une équipe de 5 ou un grand compte, c'est pas pareil. Mais l'idée, c'est qu'on va se baser avant tout sur un nombre d'utilisateurs estimé. Alors je dis estimé parce que quand on vous dites 50 utilisateurs, mais qu'en fait au bout de 2 jours vous êtes 51 parce qu'il y a une personne qui arrive en stage, c'est compliqué. Bon voilà, on a un modèle qui fait qu'on s'accorde un petit peu de souplesse, voilà, mais on a un modèle voilà qui va prendre en compte l'abonnement par utilisateur, donc voilà, un truc un peu classique. Et après, ça va dépendre aussi de niveau d'accompagnement qu'on propose. On en a plusieurs. Le premier niveau qu'on a, c'est le niveau de ce qu'on appelle l'accompagnement du coach Promise, donc quelqu'un dans l'équipe qui va être en charge d'animer la plateforme, d'animer les ateliers. Nous, on a presque un rôle, je dirais, de consultant pour les amener vers un plein succès de l'exploitation de Promise. Vraiment s'assurer voilà, que l'outil s'intègre bien à leur contexte, s'assurer qu'on arrive à répondre à leurs questions, à leurs problématiques. Donc, on est vraiment voilà, sur du service à forte valeur ajoutée, où on va vraiment accompagner l'équipe. Donc ça, c'est vraiment un package global généralement qu'on propose, alors plus à des grosses entreprises. Il y a des niveaux intermédiaires, on fait aussi un pack d'onboarding avec de la formation à l'outil, et on effectue les premiers ateliers avec l'équipe. Ça les aide aussi à la prendre en main. Et on développe aussi de plus en plus de la prestation, une offre alors d'audit et de coaching, notamment à travers ces ateliers-là. L'idée demain, vous êtes une équipe, ça fait 8 mois plus d'un an que vous travaillez sur la mise en place de vos pratiques, et voilà, vous êtes à peu près satisfait de ce qu'il y a, mais vous sentez que vous pouvez faire mieux. Nous, on cherche de plus en plus, voilà, à proposer ces offres, finalement, qui sont un bon compromis à la fois en termes de coût et de plus-value. C'est de faire participer à vos ateliers quelqu'un d'expert. Donc, quand on parle d'un expert, c'est quelqu'un voilà, qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'IT, qui est habitué à faire des formations, de l'accompagnement technique, du coaching craft, du coaching technique, et qui vient apporter son regard, sa vision, et peut-être vous aider à consolider encore votre ensemble de bonnes pratiques, quoi. Parce qu'effectivement, l'équipe doit toujours rester maître sur les bonnes pratiques qu'elle va définir,
qu'elle doit mettre en place, mais un avis extérieur, c'est pas, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Et d'ailleurs, on a pas mal d'équipes au sein de certains de nos clients qui font des ateliers cross-team, c'est-à-dire ils prennent du code qu'ils ont écrit mutuellement, enfin indépendamment, et puis ils font un atelier global avec une réflexion commune dessus, quoi, pour voir ah bah tiens, toi, vous faites pas comme ça, bah c'est intéressant. Et justement, alors je compte pas tout ce que propose Promise, mais justement on peut créer comme ça des modules de bonnes pratiques qu'on peut partager facilement entre équipes, quoi. Parce que si j'ai en fait à 2 étages au-dessus une équipe qui a déjà traité les problématiques d'architecture DDD ou de comment est-ce qu'on gère les exceptions sur du code back-end en Java, j'en sais rien, bah, ce serait quand même bien de pouvoir peut-être en profiter, quoi, plutôt que de réinventer nous-mêmes la roue, quoi. Voilà, bon, sur la partie tarifaire, on pourra en discuter un petit peu plus quand même, si besoin. Euh, Merci pour le lien du Rubber Ducking, j'y jetterai un œil. Je connaissais pas, désolé. Ok, bah écoutez, alors je regarde, est-ce que je crois que j'ai fait, vous conservez les règles définies dans un SonarQube. Alors, en fait, on a dans Promise, de ce que je vous montre, c'est une partie voilà, dédiée à l'émergence des bonnes pratiques. On en a une autre qui est plus une surcouche à des outils comme SonarQube, où on va être capable en fait d'apporter une dimension supplémentaire sur l'animation, la gestion de la dette technique. Donc ça, si je prends l'exemple dans cette version-là, ouais, où j'ai ce module-là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'interface avec pas mal d'outils voilà, qui font l'analyse de code et on amène en fait quelque chose en plus, comme du feedback personnalisé qui permet d'avoir un impact concret sur ce qu'on fait. Donc, en fait, on intègre déjà toute cette partie-là avec beaucoup de choses en plus, hein, de la génération automatique de plans d'action, du reporting un peu plus précis. On travaille vraiment là sur l'amélioration de pratique, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre base de bonnes pratiques qu'il y a dans Sonar, par exemple, dans notre outil. Et le but avec les ateliers, c'est de traiter peut-être d'autres pratiques qu'on ne sait pas encore automatiser. Euh, le fait qu'une variable soit bien nommée, bah, c'est pas simple hein, quand même. Voilà, ça c'est des questions un peu touchy. Certains patterns d'architecture, voilà. Aujourd'hui, même si vous avez un outil comme Sonar qui vous montre que votre code il est vert et qu'il y a zéro défaut, on peut quand même trouver beaucoup de choses à dire pour améliorer le code. Et donc toutes ces bonnes pratiques là, voilà, qu'on a parfois du mal à définir, c'est plus la vocation des ateliers. Si derrière il y a quelques règles qu'on a définies qui peuvent être automatisées, bah tant mieux. J'ai envie de dire, si on arrive à identifier, à améliorer les process existants, bah, ce sera un bonus. Hein. Ok, tac, tac, tac. Ouais, je vois qu'il y a quelques petites discussions. Bon, je verrai ça tout à l'heure dans le chat. De rien, David, avec plaisir. Ok, bah écoutez, il est 13h30. Bon, on a un tout petit peu débordé, mais bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant, voilà, de lorsque le replay et les slides seront disponibles. Il faut que je regarde notamment avec l'outil de webinar comment il fonctionne. Mais on l'a déjà fait, donc je sais que ça marchera bien. Vous avez, hop, vous avez mon nom dans la présentation et puis mon mail si besoin, mon LinkedIn, vous n'hésitez pas, je serai disponible voilà, pour qu'on en parle ensemble. N'hésitez pas à suivre évidemment toutes les actus de Promise et on vous annoncera des belles choses prochainement, officiellement, notamment les plugins IDE. Hein, vous êtes un peu des privilégiés, hein, c'est un peu le mode preview là que je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas et on reste en contact, j'espère, pour discuter de tous ces sujets-là. Ben merci, merci à tout le monde. Je suis content que ça vous ait plu. Et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation de journée alors. Et puis pour celles et ceux qui vont pas encore mangé comme moi, bah, bon appétit. Ciao tout le monde. Au revoir.